Tu es une honte pour ce nom, Chloé. Une honte. L'héritage. Tu peux l'oublier. Mais impossible. Sa voix tremblait, mais son doigt, lui, était pointé droit sur la porte. Il n'a pas demandé qui était le père, ni même si j'allais bien. Non, ma grossesse n'était qu'un prétexte. Une excuse pour se débarrasser de moi avant que je ne révèle ses magouilles. Je n'ai pas pleuré. Sans un mot, sans une larme, je me suis penchée, sous ma chaise, j'ai sorti une petite boîte cadeau. À l'intérieur, 3 ans d'avis de presse d'Enfier, falsifiés, à mon nom. Je l'ai posé juste là, sur son set de table. Puis, j'ai tourné les talons et j'ai marché dans la neige, sans me retourner. Avant que je vous raconte le contenu de cette boîte et comment elle a détruit sa vie 7 ans plus tard, dites-moi, d'où est-ce que vous m'écoutez en ce moment? Je veux voir jusqu'où cette histoire peut voyager. 7 ans, c'est long pour rester en colère, mais c'est le temps exact qu'il faut pour bâtir un empire capable d'avaler un homme tout cru. Debout, dans mon bureau, le front collé contre la vitre froide, je regardais les tours de la Défense s'illuminer. Je n'étais plus la fille enceinte, grelottante dans son manteau d'occasion. J'avais 29 ans, fondatrice de Holdings CM, et ma spécialité était un secteur très particulier du marché, les créances douteuses. Je rachetais les mauvais prêts aux banques, celles qui en avaient marre de courir après les mauvais payeurs. Et ces mauvais payeurs, je les transformais en profit. Je suis retournée à mon bureau, j'ai tapé sur la barre d'espace, l'écran s'est rallumé, affichant un tableur que je construisais depuis 6 mois. Ce n'était pas une liste de cibles, c'était un bilan. Tout en haut, Dubois Bâtiment, l'entreprise de construction de mon père, les chiffres saignés, un rouge écarlate. Gérard avait toujours été doué pour serrer des mains, mais lamentable pour gérer sa trésorerie. Il s'était surendetté sur 3 projets immobiliers qui n'avaient mené nulle part. Et maintenant, les intérêts le dévoraient vivant. Il croyait se battre contre une mauvaise conjoncture. Il pensait juste avoir une série de malchances avec les banques régionales. Il n'avait aucune idée que la main invisible qui lui serrait la gorge, c'était la mienne. Pas de magie, pas de piratage. J'ai simplement fait ce que n'importe quel créancier agressif ferait. J'ai appelé les directeurs des 3 banques qui détenaient ces impayés. Ils étaient frustrés, épuisés par ces excuses et terrifiés à l'idée que ce défaut plombe leur rapport trimestriel. Je leur ai proposé de racheter cette toxicité. 60 centimes pour 1 euro de dette. Ils m'ont remercié. Ils ont signé les papiers. Et d'un coup, je suis devenue la propriétaire principale de la dette de Gérard. Je suis descendue jusqu'au total, 400 000 euros pour un fonds d'investissement parisien, une broutille. Mais pour un homme comme Gérard, qui finançait sa voiture de luxe à crédit en misant sur sa réputation, c'était assez pour le couler. Il était en train de se noyer, et j'étais la seule à tenir la bouée de sauvetage. Mon interphone a grésillé. C'était mon avocat, Maître Leclerc, un homme que je payais très cher pour être le visage de mes opérations, pour que mon père ne voie pas le mien avant qu'il ne soit trop tard. Il m'a annoncé que Gérard avait répondu à la pression. Il demandait un rendez-vous pour savoir si Holding CM était intéressé par un accord de restructuration. J'ai souri. Pas un sourire de joie. L'expression du chasseur qui entend le piège se refermer. Gérard était arrogant. Il supposerait que Holdings CM était une entité corporative sans visage qu'il pourrait charmer ou arnaquer. Comme il l'avait fait toute sa vie, il penserait pouvoir entrer dans une pièce, montrer les dents, signer un papier et repousser le problème d'1 an. J'ai dit à mon avocate d'organiser la rencontre, de lui offrir une bouée de sauvetage. Mais d'insister, la fenêtre se refermait dans 48 heures. Il fallait qu'il panique. J'ai pris mon manteau. La phase d'acquisition était terminée. La liquidation allait commencer. J'ai conduit jusqu'au lieu du rendez-vous en silence. La radio était éteinte. J'avais besoin d'entendre mes propres pensées, car pendant 7 ans, j'avais laissé sa voix étouffer les miennes. Les gens me demandent pourquoi je ne me suis pas défendue plus tôt. Ils supposent que je me suis enfuie parce que j'étais une fille enceinte et effrayée, incapable de gérer la pression d'être mère célibataire. C'est l'histoire que Gérard raconte à son cercle privé. Il joue le père au cœur brisé dont la fille rebelle a disparu dans la nuit. Mais ce n'est pas pour ça que je suis partie. Je ne suis pas partie à cause du bébé. Je suis partie à cause de la signature. J'avais 18 ans quand il m'a nommée secrétaire générale de Dubois Bâtiment. Une formalité, disait-il. Un moyen de construire mon CV.
J'étais naïve, je lui faisais confiance. Il a posé une pile de documents devant moi et m'a dit de signer. J'ai signé. Je ne savais pas que je signais des garanties personnelles pour des prêts commerciaux à haut risque qu'il avait déjà, dans son esprit, décidé de ne pas rembourser. Il a utilisé mon historique de crédit impeccable comme une veine fraîche à ponctionner quand les siennes étaient à sec. Quand les avis de recouvrement ont commencé à arriver, j'ai essayé de lui en parler. Il a ri. Il m'a dit que j'étais hystérique, de me concentrer sur ma petite vie et de laisser les hommes s'occuper des affaires. Je me souviens du jour où j'ai essayé de louer un appartement. 3 mois après mon départ, j'étais enceinte de 6 mois, avec un manteau qui ne fermait plus, debout dans une agence immobilière qui sentait le café froid et la cire. J'avais la caution, j'avais une lettre de mon employeur. Mais l'agente a regardé son écran d'ordinateur, puis m'a regardée avec un mélange de pitié et de dégoût. Elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas me louer, que mon dossier de crédit était un désastre. J'ai fini par dormir dans ma voiture pendant 2 semaines avant de trouver un propriétaire qui acceptait du liquide au noir. J'ai passé ces nuits tremblées de froid, en promettant à ma fille à naître que sa mère n'était pas une ratée. Je n'étais pas une mauvaise payeuse. J'étais victime d'une usurpation d'identité, et le voleur était l'homme qui était censé me protéger. Voilà pourquoi j'étais là. Voilà pourquoi le mettre en faillite ne suffisait pas. Il y a un concept auquel je pense souvent, le vol de dignité. On peut voler l'argent de quelqu'un, il peut le regagner. On peut voler ses biens, il peut en acheter de nouveaux. Mais quand on vole son nom, quand on utilise son identité pour couvrir sa propre incompétence, on vole sa dignité. On le force à avancer dans le monde avec une marque sur le front qui dit « indigne de confiance », pendant que vous promenez impeccable. Gérard a passé 7 ans à dire au monde que j'étais l'erreur. Il a laissé la famille croire que c'était moi qui étais mauvaise avec l'argent. Il m'a laissé porter la honte de sa cupidité. Si je prends juste son entreprise, il trouvera une parade. Il dira à tout le monde qu'il a été victime d'une OPA hostile, un martyr écrasé par l'économie. Il gardera sa dignité. Je ne peux pas permettre ça. J'ai besoin de sa signature. Encore une fois, mais cette fois, je ne veux pas qu'il signe une garantie. Je veux qu'il signe des aveux. Je veux qu'il mette son nom sur un document qui admet, légalement et irrévocablement, qu'il est un fraudeur. Mon téléphone a vibré sur le siège passager. Un email de son avocat, indiquant que son client demandait une clause protégeant son véhicule personnel de toute liquidation future. J'ai ri, un son froid et sec dans le silence de la voiture. Il s'inquiétait pour sa Mercedes alors qu'il était sur le point de perdre son âme. Je suis entrée dans le parking du cabinet d'avocat et j'ai vérifié mon reflet dans le rétroviseur. Je ne ressemblais plus à la fille qui dormait dans sa voiture. Je ressemblais à la femme qui possédait le parking. La salle de conférence adjacente à la mienne était insonorisée, mais le flux vidéo haute définition sur mon moniteur captait chaque froissement de soie, chaque raclement de gorge arrogant, assise dans le noir. Je regardais l'écran, je ne piratais rien. J'étais propriétaire de la société écran qui louait cette suite. Sur la longue table en acajou de la salle principale, j'avais placé un ordinateur portable élégant face aux chaises vides. La webcam était active, une petite lumière verte brillant fixement. J'avais dit à son avocat que c'était pour des partenaires silencieux à Zurich, afin qu'ils observent les débats. Gérard est entré le premier. Il n'avait pas beaucoup changé en 7 ans. Bien que les rides de stress autour de ses yeux soient plus profondes et que son costume semble un peu trop ample, comme s'il rétrécissait à l'intérieur de sa propre peau. Mais l'assurance était toujours là. Il a jeté son manteau sur une chaise avec l'énergie négligente d'un homme qui pense être sur le point de s'en tirer après un meurtre. Derrière lui marchait Julien. Le voir à l'écran a envoyé une décharge de glace dans mes veines. Mon ex-petit ami, le père de l'enfant que Gérard m'avait forcé à cacher. Julien avait mal vieilli. Il avait l'air mou, le visage bouffi par le genre de gonflement qui vient de trop de dîners en notes de frais. Il portait la mallette de Gérard, jouant le lieutenant loyal. C'était pathétique. Il avait échangé son propre enfant contre un poste de cadre moyen dans une entreprise en faillite. Gérard s'est moqué des bureaux, les qualifiant de gaspillage d'argent conçu pour que les investisseurs se sentent importants. Il s'est assis en bout de table, ignorant l'ordinateur portable ouvert. Il n'a même pas regardé la lumière verte. Pour lui, la technologie n'était qu'un outil pour les gens en dessous de lui. Julien a demandé s'ils étaient sûrs que Holdings CM était légitime.
notant que nous avions agi vite, sans vérifier leur compte. Gérard lui a sèchement répondu d'arrêter de s'inquiéter. Il a prétendu que nous ne regardions pas les livres. Mais la marque, il croyait que le nom Dubois Bâtiment signifiait encore quelque chose. Il a expliqué son plan: prendre l'injection de liquidité, éteindre les incendies immédiats, et dans 6 mois, refinancer à nouveau. Je me suis penchée vers mon écran. C'était là, l'aveu. Il ne prévoyait pas de réparer l'entreprise. Il prévoyait de faire tourner la dette, un toxicomane à la recherche de sa prochaine dose. Gérard s'est tourné vers son avocat et a exigé que 45 000 € soient virés sur un compte au Caïman dès que l'argent arriverait. Il refusait de perdre l'acompte de sa maison au bord du lac juste parce que des fournisseurs se plaignaient de factures impayées. Quand son avocat l'a averti d'attendre la contrepartie, Gérard a ricané. Il a ri d'un rire sec et rauque et a dit que ça lui rappelait sa fille. Il s'est moqué de la façon dont je m'inquiétais des permis et des budgets. Quand Julien a prononcé mon nom, la voix de Gérard a baissé d'une octave. Il lui a dit de ne pas dire mon nom. Il m'a traité de faible. Il a dit que je ne pouvais pas supporter la pression de la vie qu'il avait construite. Il a supposé que je devais être serveuse dans un bar miteux en province, le blâmant pour mes échecs. Il m'a appelé un mauvais actif. Je fixais son visage pixelisé. Un mauvais actif, une perte à radier. Il ne voyait pas une fille. Il voyait une ligne sur un bilan qui ne rapportait pas de profit. Ma main a survolé le bouton du microphone. Je voulais hurler. Je voulais lui dire que la serveuse dont il se moquait était actuellement propriétaire de l'immeuble dans lequel il était assis. Mais je me suis retenue. Les cris sont pour les victimes. Les bourreaux restent silencieux jusqu'à ce que la lame tombe. J'ai vérifié l'heure. Mon avocat se tenait dans le couloir, attendant mon signal. Gérard était à l'aise maintenant. Il se sentait en sécurité, supérieur. Il était exactement là où j'avais besoin qu'il soit. J'ai envoyé un texto à mon avocat: entrée. Maître Leclerc est entré dans la pièce avec le silence d'un homme qui sait exactement comment le jeu se termine. Il ne s'est pas excusé pour l'attente, n'a pas offert de poignée de main. Il a simplement posé un lourd classeur en cuir au centre de la table en acajou. Gérard ne l'a même pas regardé. Il a tiré le classeur vers lui, feuilletant les 20 premières pages de définition juridique avec l'impatience d'un toxicomane cherchant une seringue. Il cherchait une seule chose: le calendrier des décaissements. Il voulait voir le chiffre. Il a trouvé le montant en page 400 000 €. Il a souri, notant que cela effaçait l'ardoise avec les banques régionales. Leclerc est resté debout et lui a dit que la ligne de crédit était conditionnée à la signature. Gérard a sorti un stylo-plume en or de la poche de sa veste, un Mont Blanc, probablement acheté à crédit il y a 3 ans. Il a dévissé le capuchon et l'a maintenu au-dessus de la ligne de signature. Puis, pendant une fraction de seconde, l'instinct d'un escroc de longue date a pris le dessus. Il a hésité. Il a tourné une page en arrière, ses yeux balayant les paragraphes d'instance de la clause 14. Mon cœur battait contre mes côtes. La clause 14 était le couperet. Gérard a posé une question sur la clause stipulant qu'un défaut de paiement déclencherait une accélération immédiate du remboursement. Il lisait. Il n'était pas censé lire. Leclerc a regardé sa montre. Il n'avait pas l'air nerveux. Il avait l'air de s'ennuyer. Il a dit à Monsieur Dubois que la fenêtre pour le virement des fonds se fermait à 16 heures précises. C'était dans 4 minutes. Il a tapoté le cadran de sa montre et a expliqué que s'il manquait que la fenêtre, les fonds resteraient bloqués pendant le week-end et il devrait renégocier les termes lundi. Les taux d'intérêt avaient augmenté ce matin-là. L'accord pourrait changer. C'était un mensonge magnifique. Il n'y avait pas de fenêtre de virement. Je contrôlais l'argent. Je pouvais l'envoyer à minuit si je le voulais. Mais Gérard ne le savait pas. Gérard savait qu'il avait des chèques de paye qui allaient être rejetés demain. Il savait que la saisie de sa Mercedes était prévue pour lundi matin. La cupidité combattait la prudence dans ses yeux. Je l'ai vu se produire en haute définition. La peur d'attendre 3 jours, d'affronter un week-end sans argent, a submergé son instinct de survie. Il a lâché que lundi était trop tard et a accepté de signer immédiatement. Il a retourné la page. Il a pressé la plume sur le papier. L'encre a coulé. Il a signé son nom avec une fioriture large et bouclée, la signature d'un homme qui se croyait important. Il a ordonné à Julien de contresigner. Julien a signé en dessous de lui, désireux de plaire, désireux d'avoir sa part.
Il n'avait aucune idée de ce qu'il venait de faire. En droit commercial, il existe une option nucléaire, une reconnaissance de dette avec une clause d'exécution immédiate. C'est brutalement prédateur. Mais pour les prêts commerciaux, c'est tout à fait légal. En signant, Gérard n'a pas seulement accepté un prêt, il a renoncé à un procès, à un avocat, à une notification, à tout. Il m'a essentiellement tendu un pistolet chargé et m'a préautorisé à appuyer sur la détente. Gérard a refermé le classeur avec suffisance. Il a dit à Leclerc de le féliciter pour son choix judicieux et a exigé la confirmation du virement. Il pensait avoir acheté 6 mois de plus pour saigner l'entreprise à blanc. Mais l'encre était sèche, le piège était refermé, et j'ai cessé de me cacher. Je suis entrée, vêtue d'un tailleur anthracite, pas du manteau d'occasion dans lequel j'avais disparu il y a 7 ans. Un silence de mort s'est abattu sur la pièce. Gérard a levé les yeux, irrité, puis m'a reconnu. Son visage est devenu livide. « Assieds-toi », lui ai-je dit. Julien a protesté que c'était une réunion privée. Je leur ai calmement dit qu'ils étaient en réunion avec Holdings C. Musclo Emro. Vous n'avez vraiment pas vérifié les statuts de la SARL, tellement désespéré d'avoir de l'argent que vous n'avez jamais regardé, qui signait le chèque. Mais Gérard a tenté de se reprendre. En rachetant sa dette, j'étais devenue sa partenaire. Il a affirmé que le contrat lui donnait 6 mois avant le premier paiement. Il a tapoté le classeur comme un trophée. Je lui ai dit que l'encre était sèche sur un document frauduleux. J'ai fait glisser une enveloppe Kraft vers lui. À l'intérieur, des photos haute résolution datées de la veille, prises dans un parc de saisie près de Newark, montrant les pelles mécaniques et les grues Caterpillar qu'il avait listées comme garanties. Elles avaient déjà été saisies. J'ai cité la clause « L'emprunteur garantit que les biens donnés en garantie sont en sa possession et libres de toute charge ». Il avait gagé des actifs qu'il ne possédait pas. Le défaut n'était pas dans 6 mois. Il était immédiat. Quelques secondes après la signature, je me suis tournée vers Leclerc. « Exécuté ». Il a expliqué que la reconnaissance de dette permettait un jugement immédiat en cas de défaut et qu'il avait déjà déposé l'affidavit par voie électronique auprès du greffe du tribunal. J'ai regardé Gérard dans les yeux. « Je ne t'ai pas poursuivi en justice. Tu as renoncé à ce droit. Le jugement a été rendu. Holding C. Main. A maintenant des privilèges sur tes comptes bancaires, tes investissements et ta maison. » Julien a hurlé que c'était illégal. J'ai répondu que c'était du droit commercial et que c'était fait. Les avis à tiers détenteurs étaient déjà en cours de signification. Compte gelé, carte de crédit bloquée, et la dépanneuse était en route pour la Mercedes. Gérard s'est effondré, soudainement petit, et a essayé de jouer la carte du père. Je lui ai dit qu'il avait été mon père quand il avait falsifié ma signature, ruiné mon crédit et m'avait laissé dormir dans une voiture. Il n'était pas un père, il était un mauvais investissement, et je venais de le liquider. Alors Julien s'est levé, souriant. Il a révélé le plan de secours. Un huissier de justice m'a remis une ordonnance de référé, effective immédiatement, accordant à Julien la garde exclusive temporaire de notre fille, Lily. L'ordonnance reposait sur une déclaration sous serment que Gérard avait signée le matin même, me qualifiant de mentalement instable et suffisamment dangereuse pour que le juge agisse sans audience. Gérard me regardait avec une malice pure. S'il ne pouvait pas avoir mon argent, il détruirait ma vie. Julien a proposé un marché, débloquer les comptes de Gérard, rendre l'entreprise, et peut-être qu'il laisserait tomber la garde. Sinon, Lily partait ce jour-là. Il pensait de m'avoir mise à échec et il se trompait. J'ai demandé à Leclerc à propos de la provision. Julien a confirmé qu'il avait payé son avocat pour la garde de 13 000 € et a brandi le chèque. J'ai lu le numéro de compte. Il est tiré sur le compte personnel de Gérard à la première banque de la cité. Ai-je dit ? Un compte que j'ai fait geler il y a 4 minutes. Ce chèque sera sans provision. Votre avocat ne déposera pas la moindre requête. Il vous lâchera avant le coucher du soleil. Attends, maintenant c'est le sourire de Julien s'est éteint. J'ai dit à Gérard qu'il venait d'admettre s'être parjuré devant 3 témoins. Leclerc, en tant qu'officier de justice, était obligé de le signaler. L'arrogance a disparu. Il ne restait que la peur. Pas d'argent, pas de moyens de pression, pas d'avocat, et une enquête pour parjure à venir.
Je leur ai dit de partir avant que la sécurité ne les mette dehors. Julien a froissé les papiers de garde, a marmonné qu'il en avait fini et est sorti. Gérard est resté un instant, attendant une once de pitié. Je n'en ai donné aucune. Va-t'en, ai-je dit. Alors il est sorti en traînant les pieds, silencieusement, un homme qui avait vendu son âme et n'avait rien obtenu en retour.